Thierry Kerouba, vous êtes journaliste et congolais installé à Paris. Vous avez suivi avec attention les négociations qui ont conduit à ces accords entre le Fonds monétaire international et la République démocratique du Congo. Quelle est, selon vous, la touche personnelle, mieux l'apport du ministre des Finances dans cet aboutissement? Merci, M. Kambala. Permettez-moi d'abord de revenir sur un petit fait tout à fait moderne mais banal. C'est que le ministre Matenda venait à peine d'être installé comme ministre des Finances. Il accordait une interview à un journal de Kinshasa. Je crois que c'était au mois de février 2007, c'était le journal Le Sort, pour ne pas le citer. Et il déclarait à ce journal, dans cette interview, qui disait « Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que le gouvernement est frappé d'immobilisme. » Il ajoutait « Le gouffre dans lequel nous avons trouvé les finances publiques montre à tel point le travail à faire sera énorme. » Je pense que cela résume en fait ce que cet homme a senti en lui quand le président de la République l'a nommé ministre des Finances. Ça, c'est d'un. De deux, quand on voit son parcours, c'est un opérateur économique, il a évolué au niveau de la Fédération des entreprises du Congo depuis longtemps. Il arrive au ministère des Finances, c'est quelqu'un qui sait déjà ce que c'est que les méandres de l'économie formelle, informelle, dans l'organisation économique de notre pays. Qu'est-ce que cela signifie? À l'entendre de notre répondre à cette question, une question sur l'état de la nation et sur l'action du gouvernement, on se rend vite compte que cet homme, dès le départ, sait que la tâche qu'il attend n'est pas une partie de plaisir. Matenda, à l'entendre parler ainsi, ne prend pas sa nomination comme un cadeau. En fait, pour lui, c'est une charge qu'il entend mener pour faire respecter les engagements du chef de l'État pendant la campagne et ses promesses électorales. Et deuxième constat, on sent chez cet homme quelqu'un qui a envie de réussir, coûte que coûte, quitte à y mettre le temps et l'énergie que cela prendra. Il a envie des résultats. Résultats pour respecter le chef de l'État, comme je le disais, pour le gouvernement et pour lui-même. C'est un homme qui connaît bien le cadre. On arrive quand même à cette mission à Washington. Oui, et c'est là la deuxième dimension de la touche personnelle de Matenda dans cette démarche. La mission qu'il a conduite à Washington, et dont l'objectif était de faire lever toutes les équivoques techniques avec les experts du FMI, en vue de la conclusion d'un nouvel programme économique du gouvernement, ce qu'on appelle le PEG, l'on sait que dans le cadre de cette mission, de réunion en réunion, le ministre Matenda a fait sensiblement évoluer le dossier RDC, de manière à ce que les négociations qui étaient qualifiées à Kinshasa et par tous les experts comme les négociations de presque la dernière chance, ceux qui l'ont vu à l'œuvre dans les réunions interministérielles, dans les cellules de travail avec les conseillers et les autres experts du gouvernement, ont senti en Matenda quelqu'un qui s'était impliqué personnellement. Et cette implication personnelle du ministre Matenda, on l'a senti aussi à Washington. Quand la délégation d'experts se retourne enfin aux États-Unis, avant son arrivée, c'est encore lui qui, de message en message, suit de près les négociations. Il en donne les orientations. Les experts congolais qui répartent à la suite des hommes du FMI, dont on dit qu'ils ont le regard froid, qui ne regardent que leurs principes. Mais Matenda a su mener, virgule après virgule, les experts congolais à faire passer le message de la RDC, à faire comprendre aux experts du FMI que le moment était venu d'aider le Congo finalement à sortir de cette impasse. Et lorsqu'il arrive à Washington maintenant, il est au courant à la virgule près comme des avancées obtenues par les Congolais, pour lesquels il faut l'avouer, la tâche n'était pas facile. Mais il tient à régler les derniers détails du dossier. Pour lui, apparemment, peu importe le temps et l'énergie que cela prendra aux autres membres de la délégation, qui, il faut le dire, c'était quand même assez fatigué, parce qu'il fallait défendre les dossiers, revenir là-dessus, sur les éléments déjà donnés, donner de nouvelles preuves que finalement le Congo va atteindre les objectifs fixés par le. Il a donné un mot d'ordre de ne pas quitter Washington avant d'arracher un quelconque résultat. Oui, il y a une anecdote. Il a même failli rater son avion, selon les gens qui étaient dans la délégation, parce qu'il voulait à tout prix lire jusqu'à la dernière ligne le dossier que les experts congolais avaient défendu et les derniers accords avant de retourner à Kinshasa.
Et moi, je pense qu'aujourd'hui, un homme comme Matenda, aujourd'hui, je pense qu'au niveau même du gouvernement, au niveau des experts congolais, le dossier FMI, beaucoup n'y croyaient plus. Beaucoup n'y croyaient plus. Et il y a mis du sien, il y a mis son expérience, il y a mis son expertise. Il a conduit cette délégation en ayant un point de mire, comme on peut le dire, qu'au moins cette fois-ci, qu'il y ait quelque chose qui sorte de ces accords-là. Et moi, je pense, à mon avis, c'est un humble avis, que des hommes comme Matenda, il y en a nombreux au pays, mais au moins une fois, des hommes comme lui, je pense que le Congo, le chef de l'État, le gouvernement, devait quand même être reconnaissant envers les gens comme ça. Parce que, sincèrement, si le gouvernement atteint le point d'achèvement du programme de PTTE, c'est une aubaine pour le Congo afin de souffler et de se décharger de cette poids, de cette dette qui pèse sur le Congo depuis plus de 30 ans. Il faut noter que plusieurs ministres sont passés. Est-ce que ça ne pouvait pas être aussi une tâche facile? Parce que d'autres ministres qui sont avec Matenda dans le gouvernement sont passés par le ministère des Finances, d'autres ne sont plus, mais en fait, ils sont toujours très influents. Ça ne pouvait pas aussi le frustrer? Non, il n'a pas été frustré en cela parce que, en fait, si on comprend bien la démarche de Matenda, ses prédécesseurs ont eu sur eux la pesanteur de beaucoup de rouages administratifs. Et lui, il a su dépasser ces rouages administratifs, il a dépassé les clivages politiques au sein même du gouvernement. Ça, certaines personnalités en témoignent. Pour porter le dossier du Congo et même passer outre certains principes de petites politiques internes qui peuvent bloquer le dossier. C'est dire qu'il en a fait, dès sa nomination, un point d'honneur à arriver là aujourd'hui. Et je pense sincèrement que la nation devait être reconnaissante envers certains de ses fils comme lui qui portent à bras le corps quand même ce dossier qui a duré, comme je disais, depuis plus de 30 ans. Bon, et moi je pense que l'économie est viable, on sait tout le monde. Nous reviendrons donc sur d'autres sujets tout au long de cette émission Grand Dossier. Grand Dossier, la toute première question à M. René, c'est que quel est selon vous l'impact de ces accords justement en vue entre le Fonds monétaire international et le gouvernement congolais sur la relance de l'économie congolaise en moyen et en long terme? Merci pour la question. Comme vous le savez, le pays a souffert depuis la période de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Et quelque part, à tout seigneur, tout honneur, Matenda a réussi là où tout le monde a échoué. Et à ce moment, au jour de la reconstruction, le pays est en train de démarrer et nous avons besoin réellement du Fonds monétaire international pour soutenir notre économie qui a été quelque part un canal boiteux sur toutes les familles de l'Afrique. Vous savez, là où nous a laissé ce pays, Matenda vient de lever un grand défi. Et ce défi, ce n'est rien d'autre que donner un souffle nouveau à la reconstruction du pays. Ces accords vont non seulement soutenir à la reconstruction du pays, mais par exemple en ce qui me concerne, au ministère des petites et moyennes entreprises, comme vous savez, c'est le poumon de l'économie du pays. Ça va donner un souffle nouveau aux micro et petits entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Ça va donner un souffle nouveau à l'appui au secteur de la microfinance. Vous savez, ces petits vendeurs, ces petits entrepreneurs qui n'ont pas de soutien, et on s'est dit qu'à court terme, ces accords vont permettre à ces vendeurs, à ces petits entrepreneurs, aux mamans vendeurs de beignets, de soutenir leurs actions d'entrepreneuriat féminin sur terre. Voilà un tout petit peu ce que je peux dire en ce qui concerne l'impact immédiat de ces accords du Fonds monétaire international. Et aussi, bien que les gens disent que les contrats chinois vont handicaper ces accords, je ne le pense pas parce que le Congo est un pays souverain.
Nous avons besoin d'entrepreneurs, nous avons besoin d'appui, nous avons besoin, disons, des soutiens au niveau national et international. Donc, le Fonds monétaire international va donner un souffle nouveau